Oh, bonjour! Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous ne pouvez pas refroidir une salle en laissant la porte de votre réfrigérateur ou de votre congélateur ouverte. Bienvenue dans Energy. Aujourd'hui, on va parler d'un procédé énergétique que l'humanité tente de contrôler depuis l'Antiquité, mais qui n'est réellement maîtrisé que depuis environ 150 ans. La production de froid. En effet, l'homme a appris très rapidement à se chauffer, ou à utiliser l'énergie mécanique des animaux ou des rivières. Mais la production de froid est un procédé bien plus complexe à mettre en œuvre. D'ailleurs, dire que l'on produit du froid est fallacieux. En effet, on ne produit pas du froid, mais on extrait de la chaleur d'un volume, et c'est cette absence de chaleur qui crée cette sensation de froid. Et si l'idée d'utiliser des blocs de glace ou la circulation de l'eau pour se rafraîchir remonte à l'Antiquité, on en a des traces dans la Rome antique par exemple, eh bien la vraie réelle invention d'un système permettant de produire du froid date de 1850 avec l'invention du premier réfrigérateur. Et c'est cette technologie que nous allons étudier aujourd'hui à travers ce qu'on appelle le cycle frigorifique. Pour commencer, nous allons parler de quelques propriétés sur les fluides. Ceux-ci peuvent être soit liquides, soit gazeux. Tout dépend de leur température et de leur pression. Par exemple, à une pression atmosphérique normale, l'eau passe de sa forme liquide à sa forme gazeuse aux alentours de 373,15 Kelvin. Ou si vous préférez 100 degrés Celsius. Nous allons également parler de la loi de Gay-Lussac. Dans un volume fermé, la pression d'un gaz est proportionnelle à sa température. Ainsi, si la pression augmente, eh bien la température aussi. Et si la pression baisse, la température baissera également. C'est également la loi de Gay-Lussac qui fait que lorsque vous utilisez un déodorant, celui-ci est plus froid après. Tout simplement parce que vous avez fait sortir du gaz, donc la pression à l'intérieur a diminué, pression qui diminue, température qui diminue. Pareil pour la porte de votre congélateur, qui reste collée si vous essayez de la rouvrir quelques secondes après l'avoir déjà ouverte. Les différences de pression dues à différences de température font que vous ne pouvez ouvrir la porte pendant quelques secondes. Donc pour faire simple, si la pression d'un gaz évolue, la température évoluera avec dans le même sens. Et retenez bien que ça marche essentiellement pour les gaz, et beaucoup moins pour les liquides. Maintenant, mettons ça en pratique. Pour ça, on va prendre un exemple assez étrange, mais vous allez comprendre après pourquoi je le prends. Vous avez deux pièces dans lesquelles il fait la température idyllique de 120 degrés Celsius. Vous faites passer de l'eau liquide à 95 degrés dans un tuyau à travers cette salle. La chaleur de la pièce va progressivement se transférer à l'eau et celle-ci ressort de la salle à 110 degrés Celsius. À cette température et à la pression atmosphérique, celle-ci est maintenant sous forme de vapeur, ou gazeuse si vous préférez. On va ensuite faire passer cette vapeur dans un compresseur afin de doubler sa pression. Comme nous l'avons vu, pression et température sont liées. Dans notre cas, doubler la pression va donc faire passer la température de la vapeur à environ 180 degrés Celsius. On fait ensuite passer cette vapeur dans la seconde pièce. Cette fois, c'est la chaleur de la vapeur d'eau qui va se transmettre à la pièce à cause des températures en jeu. En sortant de la deuxième pièce, la vapeur d'eau est redescendue à une température beaucoup plus basse et repasse donc sous forme liquide. A noter qu'à 2 bars, le seuil de changement d'état liquide-gaz pour l'eau est d'environ 120 degrés Celsius. On va ensuite passer le liquide sous pression dans un détendeur, pour le ramener à notre pression atmosphérique. Et dans ce cas, la loi de Gay-Lussac ne s'applique pas puisque c'est un liquide, donc la température reste quasiment identique. Et voilà, le cycle est bouclé, et on a bien transféré la chaleur d'une pièce vers une autre. Mais cet exemple, eh bien, il comporte un gros problème, n'est-ce pas ? Oh, je ne sais pas, peut-être le fait que la pièce soit à 100 degrés Celsius. Et oui, à moins que vous ne soyez en vacances sur Mustafar ou que vous passiez le week-end chez votre ami Sauron, il y a très peu de chances que vous rencontriez ce genre de température. On va donc avoir pour régler ce problème deux solutions. La première, c'est tout simplement de jouer avec la pression à l'intérieur du circuit. En effet, comme l'explique très bien cette vidéo de la chaîne Syllabus sur le top 6 des façons de mourir sur la Lune... sérieusement, t'avais pas moins glauque comme référence ? C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc comme l'explique très bien cette vidéo,
la température d'ébullition de l'eau dépend de sa pression, et en faisant le vide dans le circuit, il serait possible de faire passer cette température d'ébullition aux alentours de 30 degrés, ce qui correspond bien aux températures qu'on pourrait avoir sur un climatiseur en été, par exemple. Mais faire le vide dans un circuit, c'est compliqué, il faut le maintenir, il faut éviter les vibrations, et je vous parle même pas d'un système de climatisation qui serait installé dans une voiture, c'est quasiment infaisable. Il nous reste donc la deuxième solution, qui est de ne pas utiliser d'eau, d'utiliser un autre fluide, qui aurait des propriétés physiques qui nous intéressent plus, qui par exemple passerait de l'état liquide à l'état gazeux à des températures et à des pressions facilement atteignables pour nous. Et ces fluides, c'est ce qu'on utilise dans nos circuits. Et je vais laisser prof les présenter, je vais juste te demander 2 secondes, magie du montage. Voilà, tu peux y aller. Eh bien, commençons. Alors, nous avons le R134A, aussi appelé tétrafluoroéthane, utilisé pour les climatisations des véhicules ou des climatiseurs domestiques essentiellement. Il y a aussi le R404A, utilisé pour les chambres de congélation et qui est un mélange de trifluoroéthane, de pentafluoroéthane et de tétrafluoroéthane. Est-ce que de rêve ou tu es en train de me sous-titrer? Bah, entre ton zozotement et les mots compliqués que tu utilises, je me suis dit que ça serait utile. Ah, tu le prends comme ça. C'est parti. Dans ce capharnaüm, 1000 objets hétéroclites forment un imbroglio inextricable. Des amphores de porphyre contenant des excipients, des collutoires, des essences de térébenthine, une lampe à acétylène, des statues chryséléphantines, un triptyque mythologique représentant en allégorie le cyclope et Amphitrite. Est-ce que tu souhaites que je continue? Non, c'est bon. C'est bon, j'ai compris, tu peux arrêter. Bon, c'est bien tout ça, mais pourquoi je peux pas refroidir la pièce en laissant la porte du réfrigérateur ouverte? Non, parce que c'était un peu le sujet de base quand même. Eh bien, reprenons les équipements de notre machine. Nous avons un compresseur, un détendeur, et 2 tuyaux qui vont permettre d'échanger la chaleur. Afin de maximiser cet échange, on leur fera faire dans la vraie vie des zigzags, et on les appelle en général des échangeurs. Eh bien, le premier échangeur va être placé à l'intérieur du réfrigérateur et le reste des équipements sera à l'extérieur. Donc la chaleur extraite du réfrigérateur est évacuée à l'arrière de celui-ci. Si vous laissez la porte ouverte, vous remélangez les volumes d'air et vous ne refroidirez rien. C'est même pire que ça, parce que le compresseur n'a pas un rendement parfait. Il va aussi chauffer. Donc au final, vous allez plus chauffer la pièce que vous ne refroidirez le réfrigérateur. Vous allez produire au global de la chaleur. Mais dis-moi Guy, tu nous parles de réfrigérateur depuis tout à l'heure. Mais cette merveilleuse technologie ne se trouve-t-elle pas dans d'autres appareils? Excellente question, je te remercie de me l'avoir posée. On retrouve cette technologie, on l'a vu dans les congélateurs, les réfrigérateurs, on l'a vu également dans les climatisations domestiques, mais également dans les climatisations de véhicules, ou même à plus grande échelle, dans les climatisations d'immeubles de bureaux. Et là, croyez-moi, c'est pas les mêmes tailles. Et là, on parle d'utiliser le côté froid, mais on peut également utiliser le côté chaud de cette machine. Par exemple en hiver, en utilisant le côté chaud pour se réchauffer et en évacuant le froid à l'extérieur. C'est le principe du climatiseur réversible. Il est même possible de n'utiliser que le côté chaud, c'est par exemple le cas des ballons d'eau chaude thermodynamiques, qui sont utilisés grâce à un système équivalent à un climatiseur pour chauffer l'eau chaude d'un appartement. Et au final, la partie froide n'est pas du tout utilisée. On a donc une technologie utilisée à l'origine pour générer du froid, qui est aujourd'hui utilisée pour générer du chaud. Plutôt ironique, non? Cet épisode d'Energy est maintenant terminé, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça aurait été un épisode compliqué, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais j'ai perdu de la vidéo, j'ai perdu de l'audio, j'ai eu des corruptions de fichiers, donc là j'en suis à peu près à la 3e fois que je retourne cette partie. Donc je vais la faire rapide. Merci à tous d'être restés. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire de la vidéo ou sur la page Facebook. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour faire connaître la chaîne. J'ai mis quelques sources dans les descriptions de la vidéo si vous voulez vous renseigner et aller plus loin sur le sujet. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la suivante, et en attendant, n'oubliez pas, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.